Bonjour à tous. Donc, il est 14h30 précise, donc on va commencer cette soutenance de thèse de Benoît Pérez-Lamarque, soutenance de thèse pour obtenir le grade de de doctorat de l'université PSL. Donc, avant de commencer, on va faire une rapide présentation des membres du jury. Donc, je suis Philippe Van den Cornuise et j'ai l'honneur d'avoir à diriger ce jury de thèse. Je suis professeur à l'université de Rennes. Il y a également plusieurs personnes, dont deux qui sont présentes à distance. Frédéric Delsuc, tu peux te manifester peut-être, Frédéric, par ta vidéo? Non? Oui? Bon, peut-être. Oui, ça marche. Okay. Bonjour à tous et à Bonjour. toutes. Donc, Frédéric Delsuc est directeur de recherche au CNRS à l'université de Montpellier. On a également en ligne depuis l'Argentine Mélanie Roy. Mélanie? J'arrive. Donc Mélanie est maître des conférences à l'université de Toulouse et actuellement travaille en Amérique du Sud. Tu peux préciser les choses si tu le souhaites. Oui, j'ai l'occasion d'être en délégation CNRS à l'Institut franco-argentin sur le climat et ses impacts à Buenos Aires, avec une petite antenne au pied des Andes à Mendoza. Voilà. Il y a également dans ton jury Elisa Thébault, tu peux te manifester, donc, qui est chargée de recherche CNRS à Sorbonne Université. Puis tes trois doctorants, tes trois encadrants, pardon, ou co-encadrants, donc parmi lesquels Florent Martos, donc, qui est maître de conférence au Muséum d'Histoire Naturelle, Marc-André Selos, on te connaît, mais donc, qui est professeur au Muséum d'Histoire Naturelle également, et enfin Hélène Morlon, qui est directrice de recherche ici à l'ENS. Ok. Et pardon, excuse-moi. J'ai complètement zappé. Je vais trop vite. Donc Damien Devienne, qui lui est. Tu me manifestes, s'il te plaît? Qui est chargé de recherche à l'Université de Lyon. Excuse-moi encore. Donc tu vas avoir 45 minutes à peu près pour présenter tes travaux de thèse sur la caractérisation et la modélisation de l'évolution des interactions hôtes micro-organismes microbiotes. À toi de jouer. Merci. Alors, présentation, activer le mode plein écran. Bonjour à toutes et à toutes, merci d'être présents aujourd'hui. Je vais vous présenter mes travaux de thèse qui s'intitulent Caractérisation et modélisation de l'évolution des interactions hôtes-microbiotes, une thèse qui a été réalisée sous la direction de Hélène Morlon, Marc-André Selos et Florent Martos et réalisée entre l'École normale supérieure et le Muséum national d'histoire naturelle. Pendant de nombreuses années, nous avons uniquement considéré les organismes animaux et végétaux comme des organismes isolés dont le fonctionnement était isolé dans l'environnement. Pourtant, depuis la fin du XIXe siècle, nous savons que les organismes animaux et végétaux sont colonisés par de riches communautés microbiennes qu'on appelle microbiotes. Notamment, par exemple, chez les animaux, on va retrouver un riche microbiote bactérien au sein de l'intestin. Ça peut représenter chez l'être humain jusqu'à 2 kg de l'organisme humain. Et chez les plantes, c'est notamment au niveau des racines qu'on va avoir une association avec des microbes, avec des champignons du sol, qui vont former un organe mixte avec la plante qu'on appelle la mycorhize. Et donc ces champignons mycorhiziens, on va les retrouver en association avec plus de 90% des espèces de plantes actuelles. Et loin d'être de simples locataires, ces microbes associés aux animaux et aux végétaux vont participer activement au fonctionnement des animaux et des végétaux, notamment avec un rôle dans la nutrition, un rôle dans la protection et un rôle dans le développement. Et par exemple, en termes de nutrition, chez les animaux, le microbiote bactérien va participer à la digestion des aliments avec un rôle dans la synthèse notamment de nouveaux composés. Et chez les plantes, au niveau de la mycorhize, on va avoir des échanges nutritifs qui vont avoir lieu avec les champignons mycorhiziens du sol qui vont récupérer de la matière minérale, donc eau et nutriments, qui vont échanger avec la plante contre de la matière organique qui est produite par photosynthèse de ces plantes autotrophes.
Et donc, si ces microbes qui sont hébergés par animaux et végétaux ont des rôles aussi importants dans le fonctionnement de ces organismes, il en va de se poser la question de l'évolution au cours du temps de ces interactions. Notamment, on peut s'intéresser à l'évolution de ces interactions hôtes-microbiotes sur des échelles de temps courtes. On va donc se poser la question de l'assemblage des microbiotes. Donc, par exemple, à partir de la caractérisation du microbiote de la génération parentale, on va se demander quelle va être la composition du microbiote de la génération suivante pour l'hôte. Et différents mécanismes d'assemblage du microbiote vont exister. Notamment, on va pouvoir avoir une transmission directe de la génération parentale d'hôtes à la nouvelle génération d'hôtes. On va donc parler de transmission verticale ou pseudo-verticale. Ou alors, le microbe peut être présent au sein du microbiote d'autres hôtes à proximité de la nouvelle génération. Et dans ce cas-là, on va parler de transmission horizontale. Et à l'inverse, si jamais on a un microbe qui est présent dans l'environnement et qui agit de manière libre, donc qui est présent de manière libre dans l'environnement, on va pouvoir parler d'acquisition environnementale. Donc on a différents mécanismes de l'assemblage des microbiotes. Si jamais on s'intéresse à l'évolution des interactions hôtes-microbiotes sur des échelles de temps longues, le problème, c'est que nous n'avons pas ou peu de fossiles de microbiotes. Donc la seule possibilité d'étudier l'évolution des microbiotes sur des échelles de temps longues, ça va être d'avoir une approche comparative où on va regarder le microbiote de plusieurs espèces de hôtes, donc plusieurs espèces hôtes au présent. Par exemple, ici chez les animaux, on va pouvoir regarder la composition du microbiote intestinal bactérien de différentes espèces de mammifères, d'oiseaux, d'amphibiens, etc. Donc ici, chaque ligne va correspondre à une espèce donnée d'animal et on va caractériser, on va représenter la composition relative, l'abondance relative des différents phylums bactériens à l'intérieur du microbiote intestinal. Et on voit que des espèces proches, par exemple les mammifères, ont des microbiotes plus semblables que, par exemple, le microbiote des oiseaux. C'est donc ce qu'on va appeler un patron de phylosymbiose, le fait que des hôtes phylogénétiquement proches ont tendance à avoir des microbiotes similaires. Et chez les plantes, on sait grâce à des données fossiles que c'est l'association avec des gloméromycètes, qui est la symbiose ancestrale chez les plantes, avec, qui forme l'endomycorhize à arbuscules, qu'on va retrouver actuellement encore dans plus de 70% des espèces de plantes vivant à la surface de la planète. Mais au cours de l'évolution, différentes lignées de plantes ont évolué des nouveaux types d'associations mycorhiziennes avec des nouveaux types de champignons, par exemple l'ectomycorhize, ou alors les mycorhizes d'orchidées, ou alors même certaines plantes ont perdu l'association mycorhizienne au cours du temps. Et donc, on a bien chez les plantes aussi, chez les différentes lignées de plantes, un patron de phylosymbiose avec des espèces de plantes phylogénétiquement proches qui vont interagir avec des champignons plus similaires. Et donc, si finalement le patron de phylosymbiose est fréquent chez les animaux et chez les plantes, on a uniquement affaire à un patron. On va se demander donc quels sont les processus, les mécanismes qui vont générer cette phylosymbiose. Donc, en termes de mécanismes, on peut tout d'abord penser au mécanisme de transmission. Donc, si, par exemple, on considère une phylogénie d'hôtes avec les espèces d'hôtes au présent, et on va considérer l'évolution des différentes lignées d'hôtes au cours du temps, avec des événements de spéciation qui vont correspondre à la création de nouvelles espèces. Dans ce cas-là, si on considère que le microbe est transmis de génération en génération d'hôtes, dans ce cas-là, et hérité aux événements de spéciation, la phylogénie des microbes va être identique à la phylogénie des hôtes. On a donc un patron de phylosymbiose qui va être généré par des processus de transmission verticale. Ensuite, même en absence de transmission verticale, on peut quand même avoir de la phylosymbiose. C'est notamment le cas si on a un filtre écologique qui va être opéré par l'hôte. Donc si on a des microbes dans l'environnement, avec donc, de l'acquisition environnementale, mais que uniquement certains microbes vont être capables de coloniser le microbiote de l'hôte, et donc que uniquement certains traits vont être responsables certains traits des hôtes vont être responsables de ce filtre écologique. Et si ces traits sont phylogénétiquement conservés, dans ce cas-là, on va avoir un patron de phylosymbiose qui va émerger uniquement avec de l'acquisition environnementale. De même, si on a de l'hétérogénéité géographique, donc par exemple ici si on considère l'archipel hawaïen avec différentes îles et qu'on considère que chaque île va avoir son propre réservoir de microbes de l'environnement, et si en plus les hôtes présentent une structure géographique phylogénétique, donc géographique par rapport à l'archipel, juste par des mécanismes d'acquisition environnementale, on va avoir un patron de phylosymbiose qui va émerger. Donc on voit qu'on a bien des mécanismes différents qui vont pouvoir générer de la phylosymbiose, et un des objectifs va être de déterminer quels sont les mécanismes qui ont généré la phylosymbiose pour un clade d'organismes d'hôtes donnés. De plus, toujours sur des échelles de temps longues, on va pouvoir se poser la question de l'impact macroévolutif de ces interactions, c'est-à-dire l'impact des interactions hôtes-microbiotes sur la diversification des espèces, sur la création
de la biodiversité. Et quand on parle de diversification, on va parler de deux événements en particulier, des événements de spéciation, c'est-à-dire de création de nouvelles espèces, et des événements d'extinction, donc de disparition d'une espèce. Et notamment, dans le cas des plantes, l'association avec les champignons gloméromycètes a été proposée comme donc une symbiose ancestrale qui aurait permis aux plantes d'apparaître, de sortir des océans et de coloniser les continents, donc la surface terrestre. Donc cette association plantes-champignons gloméromycètes est donc visiblement codiversifiée au cours des 400 derniers millions d'années. Toujours sur des échelles de temps longues, on va pouvoir se poser la question de la stabilité de cette association hôte-microbiote, car jusqu'à présent, nous avons uniquement considéré les cas de mutualisme, c'est-à-dire que à la fois les hôtes et les microbes allaient bénéficier de l'interaction, c'est-à-dire que le bénéfice de l'interaction était supérieur au coût investi dans l'interaction. Et jusqu'à présent, donc, par exemple, ça va être le cas des interactions mycorhiziennes, où on va avoir des échanges nutritifs, donc de la matière minérale qui va être échangée contre de la matière organique. Le problème, c'est que dans les réseaux mycorhiziens, donc dans les associations mycorhiziennes, on n'a pas souvent des interactions une à une entre une plante et un champignon mycorhizien, mais on va souvent avoir des réseaux d'interaction avec des champignons mycorhiziens qui vont mettre en réseau des individus de plantes différents. Et cette structure en réseau mycorhizien va permettre l'émergence de plantes avec des stratégies particulières, qu'on va appeler plantes mycohétérotrophes, qui sont des plantes qui vont avoir perdu la capacité à réaliser la photosynthèse, ne sont donc plus autotrophes, et elles vont reposer sur leurs champignons mycorhiziens pour à la fois avoir leur matière minérale, mais aussi leur matière organique qui provient des plantes autotrophes voisines, qui transitent via les champignons mycorhiziens. On est donc clairement ici, donc à partir d'un mutualisme, on est passé dans une stratégie d'antagonisme, de parasitisme, et c'est ce qu'on appelle l'évolution de la tricherie, donc avec ces plantes mycohétérotrophes qui sont des tricheuses. Et donc, on va se poser la question de l'impact de ces stratégies de triche sur la stabilité du mutualisme de l'association hôte-microbiote. Et notamment, on va faire l'hypothèse qu'il doit exister des contraintes qui vont limiter la généralisation de la tricherie et donc garantir la stabilité du mutualisme. Afin de répondre à ces différentes questions et de traiter ces différentes questions qui portent de l'évolution des interactions hôte-microbiote, nous avons un certain nombre d'outils à disposition. Notamment, la première étape, ça va être de caractériser la composition du microbiote, donc intestinal des animaux ou racinaire des plantes, c'est-à-dire à savoir quelle est la liste des espèces microbiennes présentes dans le microbiote. Et pour faire ça, la technique de métabarcoding est à notre disposition depuis une quinzaine d'années. Et l'idée de la technique de métabarcoding, ça va être qu'on va regarder les séquences d'ADN des microbes, et pas n'importe quelle séquence d'ADN. On va cibler un gène particulier et on va donc regarder, donc, par exemple pour les bactéries, ça va être le gène de l'ARN ribosomal 16S, et pour les champignons, ça va être en général le gène de l'ARN ribosomal 18S ou la région ITS. Et on va récupérer ce fragment d'ADN et on va l'utiliser comme un code barre, c'est-à-dire qu'à partir de la séquence d'ADN, on va pouvoir reconnaître quelles sont les espèces microbiennes présentes dans le microbiote. Donc, quelles sont les étapes de métabarcoding? Donc, à partir de l'ADN microbien, on va utiliser des paires d'armors spécifiques qui vont nous permettre d'amplifier par PCR ces gènes microbiens, ensuite de les séquencer, et à partir de tous ces gènes qu'on va avoir à disposition des microbes, on va les regrouper dans ce qu'on appelle des unités taxonomiques opérationnelles. On va les regrouper par similarité. Par exemple, toutes les séquences qui sont plus similaires à 97%, on va les regrouper ensemble dans ce qu'on appelle donc un ETU. Et donc à partir de tous les microbiotes, à partir du microbiote au départ, grâce à la technique de métabarcoding, on va avoir la liste des ETU, donc des espèces microbiennes qui sont présentes dans le microbiote. Et donc, si on a une phylogénie d'hôtes, pour chaque espèce de l'arbre phylogénétique des hôtes, on va pouvoir caractériser son microbiote par la technique de métabarcoding. Il faut cependant savoir que cette technique de métabarcoding a plusieurs limites, notamment le fait qu'on va être uniquement capable d'amplifier des codes barres, donc des séquences d'ADN relativement courtes. Donc on va avoir peu d'informations pour inférer l'histoire évolutive de ces microbes. Et de plus, la délimitation d'espèces en ETU est relativement arbitraire. On va utiliser par exemple un seuil de 97% de similarité, donc on ne sait pas vraiment si cela correspond à des espèces microbiennes. Ensuite, on va avoir un certain nombre d'outils, d'approches quantitatives qui nous permettent de répondre à plusieurs questions sur l'évolution de ces interactions. Notamment, le premier type d'approche, il s'agit des approches qui vont nous permettre d'étudier la transmission du microbiote. C'est-à-dire, pour un ETU donné, on va se poser la question, est-ce que cet ETU a été transmis verticalement au cours de l'évolution des hôtes? C'est-à-dire, sachant la phylogénie des hôtes, l'arbre phylogénétique des hôtes,
on va regarder pour un OTU donné, on va récupérer une séquence représentative par espèce dot, par exemple la séquence la plus abondante de cet OTU dans une espèce dot, et à partir de cet alignement d'ADN des séquences microbiennes pour cet OTU, les approches proposent tout d'abord de reconstruire l'arbre phylogénétique de l'OTU. Donc on va dans un premier temps reconstruire l'arbre phylogénétique de l'OTU, et ensuite il existe deux types d'approches. Le premier type d'approche, il s'agit des approches corrélatives, qui vont regarder est-ce que la phylogénie des hôtes, l'arbre phylogénétique des hôtes et l'arbre phylogénétique des OTU sont plus ou moins similaires, avec comme idée que si jamais les deux phylogénies sont similaires, c'est sûrement que le microbe, l'OTU, a été transmis verticalement au cours de l'évolution des hôtes. Et le deuxième type d'approche, il s'agit d'approches événements centrées, comme le modèle Hale, qui va permettre d'ajuster des événements sur la phylogénie, donc l'arbre phylogénétique des OTU, comme par exemple ici un transfert horizontal entre l'hôte 1 et l'hôte 2, qui va expliquer pourquoi est-ce que l'arbre phylogénétique de l'OTU est différent de l'arbre phylogénétique des hôtes. Donc, cette technique Hale va en plus prendre en compte l'incertitude dans la reconstruction phylogénétique de l'arbre des OTU, mais dans tous les cas, elle demande au préalable de reconstruire cette étape de l'arbre phylogénétique de l'OTU. Ensuite, si on ne veut pas considérer donc, les OTU 1 à 1 pour regarder leur dynamique de transmission, on va pouvoir considérer le microbiote dans son entièreté avec des approches de réseau d'interaction. C'est-à-dire qu'on va considérer une matrice ici avec donc, les espèces de plantes en colonne et les espèces microbiennes, les différents OTU en ligne. Et pour chaque élément de la matrice, on va renseigner si l'OTU, le microbe, est présent dans le microbiote de chaque hôte. Et on va même pouvoir indiquer l'abondance de l'OTU dans chaque microbiote. Donc, dans un premier temps, à partir de cette matrice, on va tout d'abord pouvoir explorer sa structure. Et on sait que dans les réseaux écologiques d'interaction, il existe deux grands types de structures. Tout d'abord, les structures emboîtées. On va avoir les espèces spécialistes, donc qui interagissent avec peu de partenaires, qui vont avoir tendance à interagir avec des espèces qui sont avec des partenaires qui sont généralistes. On a donc un patron de spécialisation asymétrique, et ces structures emboîtées vont tendance à être fréquentes dans les réseaux mutualistes d'interaction. Et à l'inverse, pour la structure modulaire, on va avoir des groupes d'espèces qui vont préférentiellement interagir les uns avec les autres, comme ici, donc on va appeler ça des différents modules à chaque fois d'interaction. Et on a donc ici affaire à de la spécialisation réciproque. Et ces patrons de spécialisation réciproque, cette structure modulaire, elle est plutôt fréquente dans les interactions de type antagoniste. Ensuite, toujours avec ces réseaux d'interaction, on va pouvoir les utiliser afin de poser des questions sur les patrons d'évolution des interactions hôte microbiote. C'est-à-dire qu'ici, on considère une matrice d'interaction avec les croix qui représentent les interactions entre un hôte et un OTU. Et on va pouvoir notamment se demander est-ce qu'il y a du signal phylogénétique dans les interactions. C'est-à-dire, est-ce que des espèces d'hôtes phylogénétiquement proches ont tendance à interagir avec des partenaires similaires, c'est-à-dire retester le patron de phylosymbiose. Et notamment, une des techniques qui existe pour faire ça, c'est la technique du test de Mantel, qui va tester est-ce qu'il y a une corrélation entre distance phylogénétique et dissimilarité de partenaires. C'est-à-dire que pour chaque paire d'espèces, on va calculer DOT, par exemple, on va calculer la distance phylogénétique entre ces espèces, et on va regarder est-ce que ces paires d'espèces ont tendance à interagir avec des partenaires similaires. On va donc mesurer cette corrélation qui nous permet de voir si on a un signal phylogénétique, un patron de phylosymbiose dans les interactions. Et pour finir, le dernier type d'approche qu'on va avoir à disposition pour étudier les interactions hôte microbiote, c'est les modèles de diversification. Donc les modèles de diversification vont modéliser de manière stochastique les deux processus, les processus de spéciation, donc création d'espèces, extinction et disparition d'espèces, avec des taux de spéciation et d'extinction, c'est-à-dire le nombre moyen d'événements au cours du temps, de spéciation ou d'extinction. Donc à partir de l'arbre phylogénétique reconstruit, à partir d'un certain nombre d'hypothèses, on va pouvoir estimer les taux de spéciation et les taux d'extinction. Donc par exemple, regarder est-ce qu'il y a des variations des taux d'extinction en plus au cours du temps, ou en fonction de certains traits. Et cela va nous permettre de tester est-ce que les interactions hôte microbiote ont eu un impact sur la diversification. Donc au cours de ma thèse, on s'est intéressé à explorer plusieurs aspects de l'évolution des interactions hôte microbiote, donc toujours à partir d'une phylogénie d'hôte, à partir de la caractérisation par métabarcoding du microbiote associé à ces espèces. Et nous avons exploré plusieurs aspects. Donc, notamment au cours du chapitre 1, nous avons quantifié la prévalence de la transmission verticale dans les microbiotes. Au cours du chapitre 2, nous avons examiné les influences entre histoire évolutive des hôtes et histoire évolutive de leurs microbes associés. Et finalement, au cours du chapitre 3, nous avons étudié l'évolution de la tricherie au sein du mutualisme hôte microbiote. Donc, au cours du chapitre 1, nous avons quantifié la prévalence de la transmission verticale, c'est-à-dire qu'à partir d'une phylogénie d'hôtes, par exemple ici les grands singes, nous avons
pour chaque OTU présent dans le microbiote de ces espèces, nous avons posé la question, est-ce que cet OTU a été transmis verticalement? Est-ce qu'il a été transmis verticalement avec des transferts horizontaux? Ou bien est-ce qu'il est acquis à chaque génération depuis l'environnement? Et donc, est-ce qu'il évolue indépendamment de la phylogénie des hôtes? Et afin de réaliser donc cette étape, nous avons développé une nouvelle approche, l'approche homme, qui est un modèle qui permet de détecter les microbes transmis. Donc, et cette fois-ci, contrairement aux autres approches préexistantes, on va directement utiliser les séquences d'ADN. On ne va pas repasser par une étape intermédiaire de reconstruction de l'arbre phylogénétique de l'OTU. C'est-à-dire qu'on va toujours avoir une séquence représentative de l'OTU par espèce d'hôte, et on va directement modéliser l'évolution des séquences d'ADN microbien sur la phylogénie des hôtes. Donc, un modèle d'évolution d'ADN par mutation. Et à partir de ce modèle d'évolution et de la phylogénie des hôtes, on va pouvoir calculer la vraisemblance associée à notre modèle, à savoir la probabilité d'observer cet alignement microbien, sachant le modèle évolutif. Et en termes de modèle évolutif, on va considérer donc un modèle de transmission verticale stricte. Dans ce cas-là, les séquences d'ADN microbien ont directement évolué sur la phylogénie des hôtes. Et on va aussi autoriser la possibilité de transferts horizontaux. Donc, par exemple, ici, entre l'humain et le gorille. Et dans le cas d'un transfert horizontal, on va avoir la phylogénie de l'OTU qui va être légèrement différente de la phylogénie des hôtes. On va toujours être capable de calculer la vraisemblance associée à notre modèle, donc avec notre alignement d'ADN ici. Donc, nous avons développé une technique d'inférence qui nous permet d'estimer par maximum de vraisemblance les deux paramètres de notre modèle, à savoir donc, le taux de mutation de l'ADN et le nombre de transferts horizontaux qui s'est déroulé sur la phylogénie des hôtes. Et donc, pour un OTU donné, on peut faire tourner notre modèle et on va estimer ce modèle de transmission, donc avec les paramètres associés à ce modèle de transmission, mais on veut savoir est-ce que ce modèle de transmission verticale est plus probable qu'un scénario d'évolution indépendante. Donc, pour faire ça, on va simplement permuter les associations entre chaque espèce d'hôte et chaque séquence microbienne. On va donc obtenir des alignements d'ADN microbien permutés. Et pour chacun de ces alignements, on va refaire tourner notre approche. On va donc générer une distribution de paramètres sous ce scénario, sous cette hypothèse nulle d'évolution indépendante. Et en comparant les paramètres de notre scénario de transmission aux paramètres à notre hypothèse nulle d'évolution indépendante, on va pouvoir rejeter ou non l'hypothèse nulle d'évolution indépendante et donc déterminer est-ce que oui ou non un OTU a été transmis verticalement au cours de l'évolution des hôtes. Donc dans un premier temps, nous avons testé notre approche avec des simulations. Sur une phylogénie d'hôtes, on a simulé des OTU qui sont transmis verticalement, des OTU qui sont transmis verticalement avec des transferts horizontaux et des OTU qui évoluent indépendamment et qui sont acquis depuis l'environnement. On a testé avec des taux de mutation différents. Et pour chaque OTU, nous avons fait tourner notre approche homme. Donc les premières simulations nous permettent de calculer le pouvoir statistique de notre approche, à savoir le pourcentage d'OTU qui ont été simulés indépendamment et pour lesquels notre modèle homme va les retrouver comme étant transmis verticalement. Et notre dernier point des simulations va nous permettre d'estimer l'erreur de type 1 de notre modèle, à savoir le pourcentage d'OTU qui ont été simulés comme étant acquis depuis l'environnement, donc évoluant indépendamment, et que notre approche va retrouver comme étant transmis, c'est-à-dire le pourcentage de faux positifs de notre modèle. Donc ici, voici quelques résultats. Donc on représente, en fonction des scénarios simulés, en orange, le scénario où les OTU sont simulés de manière avec transmission verticale, et en violet, les scénarios où les OTU ont été acquis depuis l'environnement. On représente le nombre d'OTU pour lesquels on va rejeter ou non l'hypothèse nulle d'évolution indépendante. Et donc on s'aperçoit que lorsqu'on a simulé des OTU transmis, dans 50% des cas, en rouge, on va rejeter l'hypothèse nulle d'évolution indépendante. Ce qui veut dire qu'on a un pouvoir statistique qui est relativement correct. Et à l'inverse, dans le cas où on a simulé des OTU comme étant acquis depuis l'environnement et évoluant indépendamment, dans la grande majorité des cas, on ne va pas rejeter l'hypothèse nulle d'évolution indépendante, ce qui veut dire qu'on a une erreur de type 1 qui est très faible pour notre approche. Donc, deuxièmement, nous avons décidé d'appliquer notre approche pour essayer de tester est-ce qu'il y avait de la transmission bactérienne, et notamment dans le microbiote intestinal bactérien des grands singes. Donc, nous avons récupéré des données de l'ADN intestinal de ces grands singes, caractérisées à partir du gène de l'ARN ribosomal 16S, pour différentes espèces, y compris l'être humain. Nous avons récupéré ces séquences, nous les avons regroupées, clusterisées en OTU, avec différents pourcentages de similarité, et pour chaque OTU, nous avons fait tourner notre approche. Et on représente ici le pourcentage d'OTU qui rejette l'hypothèse nulle d'évolution indépendante.
Et on s'aperçoit que quel que soit le seuil de clustering, on va retrouver entre 10 et 15% des OTU de ces grands singes qui ont été transmis verticalement au cours de l'évolution. Ce qui veut dire qu'il y a de la transmission bactérienne qui s'est déroulée au cours de l'évolution des grands singes. Ensuite, on a voulu savoir est-ce que cette dynamique importante de transmission bactérienne était présente chez d'autres organismes animaux, et notamment chez les arthropodes, chez les araignées. On s'est posé la question chez ce genre d'araignée Arianis qu'on va retrouver au niveau de l'archipel d'Hawaï et pour lesquels un patron de phylosymbiose significatif a été démontré. On veut savoir est-ce que ce patron de phylosymbiose observé chez les araignées peut être dû, comme chez les grands singes, à de la transmission bactérienne. On a donc récupéré les OTU de l'abdomen de ces araignées, on a fait tourner notre approche homme sur chacun de ces OTU, et on représente encore ici le pourcentage d'OTU qui rejette l'hypothèse nulle d'évolution indépendante. Et on s'aperçoit ici qu'il n'y a pas ou peu d'OTU qui rejettent l'hypothèse nulle d'évolution indépendante, ce qui veut dire qu'il n'y a pas ou peu d'espèces microbiennes qui ont été transmises au cours de l'évolution de ces araignées, contrairement aux grands singes. Ce qui veut dire que d'autres processus ont généré le patron de phylosymbiose chez ces araignées, notamment des processus peut-être d'hétérogénéité géographique ou alors de filtres écologiques qui sont présents chez ces araignées. Enfin, sur ce chapitre 1, nous nous sommes intéressés à comparer l'approche développée homme à d'autres approches préexistantes. Donc, pour cela, nous avons utilisé des simulations. Et pour conclure rapidement, lorsqu'il y a peu de variations dans les alignements microbiens, nous avons démontré que l'approche Hale, qui est une approche événement centrée, un modèle événement centré, est trop lente pour être utilisée. Ensuite, les approches corrélatives, notamment Parafit et Paco, ont des pouvoirs statistiques qui sont certes élevés, mais des erreurs de type 1 qui sont trop fréquentes. Et à l'inverse, notre modèle homme, certes, présente un pouvoir statistique qui est plus faible que les autres approches, mais présente beaucoup moins d'erreurs de type 1, donc beaucoup moins de faux positifs. Donc pour conclure sur ce chapitre 1 de ma thèse, nous avons développé une méthode qui permet efficacement de détecter les microbes qui sont transmis verticalement au cours de l'évolution d'un clade DOT. Nous avons démontré dans le cas des grands singes que jusqu'à 5%, plus de 5% des bactéries intestinales des primates avaient été transmises au cours de l'évolution. Et finalement, nos analyses suggèrent qu'il y a une hétérogénéité importante entre les différents clades animaux en termes de transmission bactérienne. Et la prochaine étape serait d'inférer les dynamiques de transmission microbienne chez les animaux, chez plus de clades d'animaux, mais aussi chez les plantes. Au cours du chapitre 2 de ma thèse, nous nous sommes intéressés à examiner les influences entre histoire évolutive des hôtes et de leurs microbes associés. Et pour cela, nous avons plus particulièrement répondu à deux questions. La première, dans quelle mesure l'histoire évolutive contribue au patron d'interaction actuel? Et ensuite, à quel point des changements dans la diversification des hôtes influencent la diversification de leurs microbes associés. Donc pour la première question, il s'agit donc de regarder comment est-ce que l'histoire évolutive des hôtes influence les patrons d'interaction actuels, c'est-à-dire mesurer du signal phylogénétique dans les interactions. Regardez est-ce que des espèces d'hôtes phylogénétiquement proches ont tendance à interagir avec des partenaires similaires. Et on a vu durant l'introduction que le test de Mantel permettait de réaliser ça, en calculant la corrélation entre distance phylogénétique et dissimilarité de partenaires. Sauf que dans la littérature scientifique, il existe une autre approche, l'approche PBLM, qui a été développée par Yves et Godfrey, qui est largement utilisée dans la littérature scientifique. Et cette approche repose sur, c'est un modèle qui va reposer sur des hypothèses assez fortes et qui suppose que la force d'interaction entre un hôte et un OTU va être proportionnelle au produit de traits de ces espèces qui évoluent, ces traits, selon des processus très particuliers d'évolution et dont les paramètres de ces processus d'évolution sont interprétés comme des signaux phylogénétiques. Le problème, c'est que ces deux approches qui permettent de mesurer le test de Mantel, le signal phylogénétique, donc le test de Mantel et l'approche PBLM, parfois donnent des résultats très différents. Et on aimerait savoir à quelle approche faire confiance lorsque c'est le cas. Donc pour ça, on a réalisé des simulations qui nous permettent d'évaluer le pouvoir, les performances statistiques de ces deux approches, test de Mantel, PBLM. Donc pour ça, nous avons utilisé le modèle bipartite Evolve qui nous a permis de simuler des réseaux d'interaction avec ou sans signal phylogénétique dans les interactions. Le modèle bipartite Evolve est un modèle éco-évolutif qui est individu-centré, avec des individus de deux guildes écologiques différentes qui interagissent de manière mutualiste, antagoniste ou neutre, et dont le fitness de ces individus va dépendre de la complémentarité de traits entre partenaires. Donc, en gros, on va avoir un processus de naissance, de mort, de mutation et de spéciation. Ça va nous permettre de générer des réseaux d'interaction plus ou moins complexes. Et ce qu'il faut retenir, c'est que dans ces réseaux d'interaction, il y a une partie des réseaux dans lesquels on va s'attendre à avoir du signal phylogénétique dans les interactions et des réseaux d'interaction simulés pour lesquels on ne va pas attendre à avoir du signal phylogénétique dans les interactions.
Donc, pour chaque réseau simulé, on a fait tourner à la fois le test de Mantel et l'approche PBLM, et on regarde quel est le pourcentage de réseaux pour lesquels on va retrouver du signal phylogénétique significatif. Donc, tout d'abord, pour le test de Mantel, on s'aperçoit que dans plus de 40% des cas, des réseaux simulés dans lesquels on attend du signal phylogénétique, le test de Mantel, en vert, va retrouver du signal phylogénétique significatif dans les interactions. Ce qui veut dire qu'on a un pouvoir statistique relativement correct pour le test de Mantel. Et à l'inverse, lorsque l'on n'attend pas de signal phylogénétique dans les interactions, dans la grande majorité des cas, le test de Mantel ne va pas retrouver du signal phylogénétique significatif dans les interactions. Ce qui veut dire qu'on a une erreur de type 1 aussi correcte pour le test de Mantel. Par contre, à l'inverse, pour l'approche PBLM, on s'aperçoit que l'on attende ou que l'on n'attende pas du signal phylogénétique dans les interactions, dans les deux cas, dans plus de 75% des cas, l'approche PBLM va nous dire qu'il y a du signal phylogénétique dans les interactions, ce qui veut dire qu'on a une erreur de type 1, pourcentage de faux positifs, qui est énorme pour ce modèle. Donc pour conclure, on en déduit que l'approche PBLM n'est visiblement pas appropriée dans un contexte général pour mesurer le signal phylogénétique et qu'à l'inverse, les tests de Mantel permettent d'avoir des performances statistiques un petit peu meilleures. Et notamment, nous avons proposé des recommandations pour mesurer le signal phylogénétique dans les interactions et nous avons appliqué ces recommandations sur un réseau d'interactions entre orchidées et champignons mycorhiziens. Nous avons démontré la présence de signal phylogénétique dans ces interactions, ce qui montre à quel point l'influence des histoires évolutives des autres et des microbes ont un impact sur les patrons d'interaction actuels. Pour répondre à la deuxième question de ce chapitre 2 de thèse, à savoir à quel point des changements dans la diversification des hôtes impactent la diversification de leurs microbes associés, nous nous sommes focalisés sur le cas des champignons gloméromycètes. Nous avons étudié la diversification des gloméromycètes, donc ces champignons qui sont impliqués dans les endomycorhizes arbuscules, et nous nous sommes demandé dans quelle mesure la diversification des plantes avait impacté la diversification des gloméromycètes, sachant qu'on est dans un cas de mutualisme obligatoire entre plantes et ces champignons. Donc, afin de répondre à cette question, nous avons utilisé la base de données Marianne, qui est la base de données mondiale la plus complète sur ces champignons gloméromycètes, avec plus de 40 000 séquences caractérisant le gène de l'ARN ribosomal 18S de ces champignons. Et cette base de données propose aussi une délimitation d'espèces pour ces champignons, et ensuite va renseigner du milieu, de la géographie et des espèces d'hôtes associées à chaque séquence de gloméromycètes. Donc, afin d'étudier la diversification d'un groupe microbien, au préalable, plusieurs étapes doivent être remplies. Et notamment, la première étape, ça va être de délimiter des espèces de microbes, donc ici de gloméromycètes. Ensuite, de reconstruire la phylogénie la plus robuste possible, sachant que nous avons des séquences d'ADN, des barcodes qui sont des codes barres qui sont relativement courts. Et ensuite, il est assez difficile d'estimer la diversité totale des gloméromycètes. Nous avons utilisé des modèles adaptés pour ça. Donc, une fois ces trois étapes réalisées, on peut enfin utiliser des modèles de diversification pour un groupe microbien, tout en prenant en compte l'incertitude dans ces trois premières étapes. Et donc, plus particulièrement, nous avons utilisé l'approche CLATS, qui est une approche qui permet d'estimer les taux de spéciation et d'extinction, tout en considérant l'hétérogénéité entre les différentes lignées de champignons. C'est-à-dire que le taux de spéciation, ici représenté par des couleurs sur les branches, peut être différent entre les différentes lignées. Et donc, à partir d'un arbre phylogénétiquement reconstruit, avec certaines hypothèses, sur certaines hypothèses, le modèle CLATS va pouvoir estimer les taux de spéciation et d'extinction de ces champignons. Donc ici, on représente la phylogénie, l'arbre phylogénétique des gloméromycètes, avec chaque branche qui est colorée par le taux de spéciation de ces champignons. Et tout d'abord, on s'aperçoit que même s'il y a une hétérogénéité au sein des gloméromycètes, de manière générale, on a des taux de spéciation relativement faibles pour ces champignons, autour de 0,01 événements de spéciation par million d'années, et ce qui est en ordre de grandeur plus faible que ce que l'on connaît pour les autres champignons ou pour les plantes, par exemple. Donc, si on a des taux de spéciation faibles pour ces champignons, on peut faire l'hypothèse que cela peut être lié à leur écologie particulière, notamment à leur interaction avec les plantes qui se fait de manière assez particulière, et leur dynamique, leur biologie, leur dynamique nucléaire qui est elle aussi très unique, très particulière. Donc tout ça pourrait induire des taux de spéciation faibles pour ces champignons. De plus, on s'est intéressé à l'évolution des taux de spéciation au cours du temps. Et notamment, nous avons démontré qu'après une période d'augmentation des taux au cours de 100 derniers millions d'années, donc ensuite, au cours des 100 derniers millions d'années, on a constaté un ralentissement, une diminution des taux de spéciation de ces champignons. Donc plusieurs hypothèses peuvent expliquer pourquoi est-ce qu'au cours des 100 derniers millions d'années, on a une diminution de la diversification de ces champignons. Donc tout d'abord, ça peut être lié à des artefacts méthodologiques. Nous avons donc réalisé toute une série d'analyses de robustesse qui nous a permis d'exclure cette possibilité
d'artefacts méthodologiques. Donc, nous avons déduit que ça devait être lié à un signal biologique et nous avons émis l'hypothèse que ce ralentissement des taux de diversification pouvait être lié à l'abandon des gloméromycètes par de nombreuses lignées de plantes. Nous avons vu dans l'introduction que cette symbiose ancestrale, qui est la symbiose plante-gloméromycète, a été abandonnée par de nombreuses lignées de plantes au cours des 100 derniers millions d'années, avec par exemple l'apparition des plantes à ectomycorhizes ou des mycorhizes d'orchidées, ou même certaines plantes qui ont abandonné l'association mycorhizienne. Donc tout ceci représente pour les gloméromycètes une forte réduction de leur niche écologique à disposition et pourrait expliquer pourquoi est-ce qu'on observe un ralentissement de la diversification de ces champignons. Donc, pour conclure sur ce chapitre, on a bien démontré à quel point les histoires évolutives des hôtes et des microbes étaient associées et s'influençaient réciproquement. Concernant le dernier chapitre de ma thèse, donc à savoir l'étude de l'évolution de la tricherie au sein du mutualisme hôte-microbiote, nous sommes focalisés sur l'évolution de la mycohétérotrophie chez les plantes, donc de ces espèces de plantes qui sont apparues au cours de l'évolution et qui reposent sur leurs champignons mycorhiziens pour à la fois obtenir la matière minérale et la matière organique. Donc c'est tricheur, donc plus particulièrement sur l'évolution de la tricherie et la présence de contraintes qui permettent de limiter la généralisation de la tricherie et garantissent la stabilité du mutualisme hôte-microbiote. Et plus particulièrement, on fait l'hypothèse que sous la présence de contraintes qui limitent la tricherie, on s'attend à ce que ces plantes mycohétérotrophes, ces tricheuses, soient relativement isolées et limitées avec des spécialisations plus fortes que les plantes autotrophes, donc mutualistes. Il est important de noter, tout d'abord, qu'il existe deux types de mycohétérotrophie chez les plantes. Tout d'abord, les plantes qui sont entièrement mycohétérotrophes, donc des espèces de plantes qui, durant tout leur développement, sont mycohétérotrophes, et les plantes qui sont uniquement initialement mycohétérotrophes. C'est-à-dire qu'elles vont être, comme les lycopodes par exemple, uniquement mycohétérotrophes au stade gamétophyte, et ensuite, au stade sporophyte, on va avoir donc des lycopodes qui vont être autotrophes et donc mutualistes. Donc, afin d'étudier la présence de contraintes envers la mycohétérotrophie, nous avons encore une fois utilisé la base de données Mariam. Donc, nous avons reconstruit le réseau d'interaction à l'échelle mondiale, globale, de ces interactions entre des plantes et les champignons gloméromycètes. Et parmi les 500 espèces de plantes à disposition, nous avons un certain nombre de plantes qui sont entièrement mycohétérotrophes ou initialement mycohétérotrophes. Donc, tout d'abord, nous avons étudié les patrons de spécialisation pour ces espèces mycohétérotrophes de plantes. Et donc, comparé aux espèces autotrophes, donc mutualistes de plantes. Nous avons tout d'abord mesuré leur degré. Donc pour chaque espèce de plante, on a compté le nombre de partenaires associés à chacune des espèces de plantes, donc le nombre de champignons associés à ces plantes, avec un degré faible qui correspond à des plantes spécialistes et un degré élevé qui correspond à des plantes généralistes. Et ensuite, pour chaque espèce, toujours, nous avons mesuré le degré moyen des partenaires fongiques, des champignons, le degré moyen des champignons associés à chaque espèce de plante, avec donc, un degré moyen faible qui correspond à des espèces, à des champignons, donc à une espèce de plante qui interagit avec en moyenne des champignons spécialistes. Et à l'inverse, lorsqu'on a un degré moyen élevé, ça veut dire que l'espèce de plante a tendance à en moyenne interagir avec des champignons qui sont généralistes. Tout d'abord pour les espèces de plantes autotrophes. Donc chaque point ici représente une espèce de plante autotrophe. Donc on s'aperçoit que pour les espèces qui sont plutôt généralistes, donc à droite, on va avoir en moyenne des interactions qui vont avoir lieu avec des champignons qui sont plutôt spécialistes, donc ici au milieu. Et à l'inverse, lorsqu'on a des plantes autotrophes qui sont spécialistes, elles vont plutôt tendance à interagir avec des champignons qui sont en moyenne généralistes. Donc on retrouve bien ici un patron de spécialisation asymétrique, et on a vu dans l'introduction que ce patron de spécialisation asymétrique est typique des interactions mutualistes. Et à l'inverse, dans le cas des plantes mycohétérotrophes, donc en rouge et en orange, on s'aperçoit ici qu'on a affaire à des plantes qui sont très spécialistes, et en plus d'être très spécialistes, et contrairement aux plantes autotrophes, elles interagissent avec des champignons qui sont eux-mêmes spécialistes. On a donc ici un cas de spécialisation réciproque, qui est typique aussi des interactions antagonistes, et donc ce qui suggère ici qu'on a un fort isolement des plantes mycohétérotrophes, des tricheurs mycohétérotrophes, au sein de ce réseau d'interaction mondial entre plantes et champignons gloméromycètes, ce qui suggère de la présence de contraintes qui vont limiter l'émergence de ces stratégies de triche. Et donc ici, on peut le représenter avec la phylogénie des plantes à gauche, la phylogénie des champignons à droite, les interactions entre donc au milieu entre chaque espèce de plante et chaque espèce de champignon. Et on s'aperçoit que même si la mycohétérotrophie est apparue plusieurs fois indépendamment au cours de l'évolution des plantes, on s'aperçoit qu'à chaque fois, ces interactions sont faites de manière convergente, avec les mêmes lignées de champignons qui sont ciblées par ces plantes mycohétérotrophes.
Et en plus, donc, on a des interactions qui sont écologiquement contraintes avec des patrons de spécialisation réciproque forts, ce qui suggère que ces stratégies de triche sont globalement limitées donc, au sein du mutualisme plantes-champignons. De plus, nous avons détecté la présence d'un patron particulier pour les plantes initialement mycohétérotrophes, notamment les lycopodes. Nous avons détecté la présence d'un module qui se détache d'interaction complètement du réseau d'interaction globale plantes-champignons. Donc, chez plusieurs espèces de lycopodes, on voit un module, un réseau privé d'interaction avec un clade de gloméromycètes. Et cette présence de réseau privé chez les lycopodes résonne avec une hypothèse qui a été proposée il y a quelques années maintenant de soins parentaux chez les lycopodes, avec l'idée qu'on aurait affaire à des sporophytes autotrophes qui pourraient directement transmettre de la matière organique aux gamétophytes mycohétérotrophes grâce à des champignons partagés. Et donc, afin d'un peu plus creuser cette question des réseaux privés chez les lycopodes et la présence de soins parentaux toujours chez ces espèces, nous avons réalisé un terrain sur l'île de la Réunion. Nous avons échantillonné différentes communautés, nous avons échantillonné des espèces de lycopodes et l'intégralité des plantes autotrophes à proximité de ces espèces initialement mycohétérotrophes, afin de reconstruire les réseaux d'interaction plantes-champignons. Nous avons caractérisé les champignons grâce à du métabarcoding, donc à partir notamment du gène de l'ARN ribosomal 18S pour les champignons, et donc nous avons reconstruit ces réseaux d'interaction et on s'est demandé, est-ce qu'on retrouve des réseaux privés chez les lycopodes? La réponse, c'est non. Donc ici, pour les 3 communautés échantillonnées, on s'aperçoit bien, donc avec les ronds de couleurs qui correspondent à différentes espèces de plantes et les carrés gris qui correspondent à des champignons gloméromycètes, on s'aperçoit bien qu'en bleu, les espèces de lycopodes sont bien intégrées dans ces réseaux plantes gloméromycètes. On ne retrouve donc pas de réseau privé chez ces champignons. Par contre, on va retrouver des patrons de spécificité relativement forts avec certains champignons qui sont spécifiques aux lycopodes, ce qui n'exclut pas complètement l'hypothèse de soins parentaux chez ces champignons, chez ces plantes et chez ces champignons. Donc pour conclure sur ce chapitre 3 de ma thèse, nous avons démontré qu'il existait de fortes contraintes qui limitent l'émergence de tricheurs mycohétérotrophes au sein du mutualisme hôte microbiote plantes-champignons. Et nous avons de plus démontré la spécificité relativement importante chez des plantes initialement mycohétérotrophes. Et afin d'un peu mieux comprendre quels sont les mécanismes qui vont régir ces patrons d'interaction que l'on observe à nos échelles, il faudrait réaliser plus d'études dans les communautés locales où la mycohétérotrophie persiste afin de mieux caractériser quels sont les mécanismes, quels sont les processus qui sont responsables de ces patrons. Donc pour conclure sur ma thèse, au cours de ma thèse, nous avons réalisé, avec différentes approches, nous avons utilisé ces données de métabarcoding qui caractérise le microbiote associé à une phylogénie d'hôtes, afin de répondre à plusieurs questions, afin d'explorer plusieurs aspects de l'évolution des interactions hôte-microbiote, notamment relatives à l'évolution de la transmission de la transmission microbienne, à la présence de signal phylogénétique dans les interactions, aux influences sur la diversification des espèces, ou encore à l'émergence de tricheries. Et au cours de ces travaux, nous avons notamment aussi fait face à certaines limites, qui appellent à de nouvelles perspectives dans ces travaux qui étudient l'évolution des interactions hôte-microbiote. Tout d'abord, nous avons fait face à des limites sur les données de métabarcoding. Donc, les données de métabarcoding, nous l'avons rappelé, elles nous permettent uniquement d'avoir des séquences, donc des OTU, des barcodes relativement courts, donc peu informatifs phylogénétiquement. De plus, elles sont sensibles à de nombreux biais au cours des différentes étapes, notamment au niveau des paires d'amorces. Si jamais on n'a pas des paires d'amorces très bien adaptées, on va pouvoir perdre une partie de la diversité du microbiote donc quand on a notre liste d'OTU finale. Et de plus, lorsqu'on utilise par exemple le gène de l'ARN ribosomal 16S pour les bactéries ou même pour les champignons, on va avoir peu d'informations sur les fonctions qui sont opérées par ces champignons, par ces microbes au sein du microbiote. On ne sait pas ce que font les bactéries à l'intérieur du microbiote intestinal, ou on ne sait pas trop ce que font les champignons au sein des racines des plantes, uniquement à partir des données de métabarcoding. Et donc, dans les années qui viennent, on pourrait utiliser les améliorations des techniques de séquençage afin à la fois d'avoir des segments plus longs, donc d'amplifier des séquences d'ADN plus longs, donc plus de pouvoir résolutif, mais aussi utiliser des données de métagénomique qui nous permettraient d'avoir l'information sur tous les gènes de ces microbes et donc d'avoir une meilleure caractérisation des fonctions opérées par ces microbes au sein du microbiote. De plus, nous avons fait face à des limites en termes des approches quantitatives utilisées. Donc, tout d'abord, nous avons utilisé beaucoup d'approches corrélatives, comme par exemple le test de Mantel, qui nous permet d'avoir certes des effets sur les patrons, mais pas sur les processus qui sont en jeu.
Et lorsque nous avons utilisé des modèles qui permettent donc de considérer des processus et non pas des patrons, en général, ces modèles étaient relativement simplistes avec des hypothèses fortes. C'est le cas notamment de notre approche homme, qui va faire l'hypothèse qu'il n'y a pas de duplication microbienne au sein d'une espèce d'hôte, et cette hypothèse peut être relativement forte dans le cas de certaines interactions hôte-microbiote. Et de plus, nous n'avons pas ou peu considéré les interactions entre les différentes unités microbiennes, ce qui peut être relativement limitant, puisqu'on sait que ça peut être un patron, un processus important dans l'évolution des microbiotes. Pour finir, j'aimerais évoquer différentes théories qui permettent de synthétiser ces différents aspects de l'évolution des interactions hôte-microbiote, et notamment une des premières théories qui a été proposée il y a quelques années maintenant, c'est la théorie hologénomique de l'évolution, qui propose que l'unité qu'on appelle holobionte, qui est formée entre l'hôte et son microbiote, pourrait être une unité sur laquelle la sélection naturelle va s'appliquer. C'est-à-dire que, notamment, certains traits du microbiote, donc des microbes du microbiote, pourraient être sélectionnés car ils augmentent le fitness de l'holobionte. Donc cette théorie hologénomique de l'évolution, elle a été utile pour donc caractériser certains aspects de l'évolution des interactions hôte-microbiote, notamment lorsqu'on a une transmission verticale assez forte des microbes du microbiote. Mais elle a aussi quelques limites qui ont été énoncées, notamment tout d'abord le fait que la notion d'unité de l'holobionte peut être remise en cause dans certains cas, notamment par exemple lorsqu'on va avoir des réseaux d'interaction mycorhiziens avec un même champignon mycorhizien qui va mettre en réseau des espèces de plantes différentes. Dans ce cas, l'unité de l'holobionte peut être remise en question. Et ensuite, cette théorie ne va pas forcément considérer les conflits intra-holobiontes, donc entre hôtes et les microbes. Et on a vu dans le cas de la mycohétérotrophie que ces conflits peuvent être relativement fréquents et donc assez problématiques et importants à être pris en compte dans une théorie. Donc une autre théorie qui a été proposée, une autre synthèse qui a été réalisée il y a quelques années, plus récemment maintenant, c'est la théorie de l'écosystème tenu en laisse, où le microbiome, c'est-à-dire l'écosystème dans lequel le microbiote est présent, donc ici les différents microbes, par exemple dans le cas de l'intestin des mammifères, on a ce microbiome avec ses interactions entre les différents ETU, et finalement l'hôte jouerait juste un rôle de contrôle, il tiendrait en laisse cet écosystème microbien. Et ce modèle d'écosystème tenu en laisse peut même être généralisé dans le cas des réseaux mycorhiziens, où cette fois-ci, donc, on aurait le microbiome dans le sol, avec les champignons mycorhiziens qui interagissent les uns avec les autres, et les hôtes, donc les différentes plantes, pourraient avoir un rôle de contrôle, donc toujours de tenir en laisse cet écosystème microbien. Mais dans le cas des interactions mycorhiziennes, on aurait aussi un rôle beaucoup plus important du contrôle symbiotique, avec une interaction qui est beaucoup plus ciblée donc, au niveau de l'interaction mycorhizienne. Et on voit bien donc que ce modèle d'écosystème tenu en laisse permet de bien prendre en compte beaucoup d'aspects de l'évolution des interactions hôte-microbiote. Et pour terminer, j'aimerais finir sur le fait qu'au cours des dernières années, on s'est aperçu qu'il y avait une forte diminution associée au sein des microbiotes humains, donc dans les populations modernes industrialisées. Et on s'est aperçu en plus, donc par exemple, on a une diminution de l'ordre de 20% par rapport à nos cousins les chimpanzés, et on s'est aperçu que cette diminution de la diversité du microbiote était souvent associée à de nombreuses maladies chroniques chez l'homme. Et donc finalement, cela démontre à quel point il est important d'étudier l'évolution des interactions hôte-microbiote, puisque la perte de partenaires ancestraux à l'être humain, de partenaires microbiens ancestraux chez l'être humain, peut avoir des conséquences dramatiques sur notre santé. Et j'aimerais maintenant vous remercier, donc à la fois remercier les membres de mon jury, donc rapporteurs et examinateurs, pour avoir accepté d'évaluer mes travaux de thèse, mes directeurs de thèse, donc Hélène Morland, Marc-André Solas et Florent Martos, pour leur soutien et leur accompagnement au cours de ces 3 dernières années. Remercier aussi les collaborateurs scientifiques qui étaient impliqués dans ces différents projets, et ensuite les membres de l'IBENS et de l'ISIEB pour cette ambiance de travail très agréable. Et ensuite, merci à vous, à la fois dans la salle et en visio, pour votre attention. Merci.